On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur Joannet Viateur-Lefrançois qui nous présente un nouvel ouvrage « Sous les canons de Wolfe ». Mais d'abord, parlons du bac vert obligatoire. Ça l'est depuis le 15 septembre dernier. Il y a eu quand même quelques collectes qui ne se sont pas effectuées. Il y a des gens qui ont laissé encore des sacs à ordures. Donc, évidemment, on ne ramassera pas. Donc, c'est important d'avoir le bac vert obligatoire. Il peut être d'une autre couleur aussi, mais en autant que c'est un bac et qu'il a la bonne prise. Bref, on reçoit à l'instant la directrice générale de Compo au Richelieu. On l'a dit, on l'a redit, vous l'avez probablement vu et entendu au cours des dernières semaines, mais là, c'est vrai, depuis le 15 septembre, le bac vert est obligatoire. D'ailleurs, pas plus tard que lundi dernier, la présidente de Compo Richelieu, la conseillère Christiane Marcoux, faisait état de certaines statistiques, là. Et finalement, il y a des récalcitrants, mais pas trop, semble-t-il. Mais on va vous expliquer et peut-être revenir et retaper encore une fois sur le message, cette fois avec la directrice générale de Compo au Richelieu, Isabelle Deschênes. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes en poste depuis presque un an, Oui. presque un an maintenant. Compo Richelieu, évidemment, les gens connaissent ça dans la région principalement pour le bac de recyclage qui maintenant, d'ailleurs, on le redit encore une fois, les gens peuvent inverser le papier, carton d'un côté ou les contenants, là, ça n'a plus aucune différence. Mais on le sait, là, depuis la dernière année, Mme Marcoux en a parlé souvent, donc le bac vert est devenu obligatoire depuis le 15 septembre. Peut-être nous rappeler pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on impose maintenant l'obligation du bac vert? OK, bien, tout d'abord, il faut savoir que le bac obligatoire a été introduit suite à la décision de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, décision à laquelle a décidé d'emboîter le pas également toutes les autres municipalités du secteur rural de la MRC du Haut-Richelieu. Alors, c'est vraiment une décision globale et cette décision-là, elle va dans un processus voulant que la Ville veut à tout prix atteindre les objectifs qui figurent dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui nous donne des orientations à suivre. Et le bac obligatoire, en somme, c'est un pas de plus vers la collecte à 3 voies qui est, disons-le, inévitable. Là. Quand vous dites collecte à 3 voies, ça, Oui. c'est éventuellement le fameux bac brun. Exactement. Dans le but de récupérer là, les déchets Putrescibles. putrescibles. On le sait, une des problématiques, et le journal local, le Canada français, en a parlé abondamment, c'est les fameuses corneilles. Oui. On le sait, la journée des ordures dans votre quartier, si vous avez le malheur de ne pas avoir de bac et vous avez encore des bons vieux sacs, parfois, il y en a qui se font dévorer littéralement par les corneilles. Donc, il y a eu des enjeux, disons, d'hygiène et de salubrité aussi. Là. Exactement. Ce que les maires veulent offrir à leurs citoyens via le bac obligatoire, c'est pas compliqué, c'est une collecte propre, sécuritaire et uniforme. Alors, le bac obligatoire, c'est quoi? C'est oui, un pas de plus vers la collecte à 3 voies, mais c'est enrayer le fléau des corneilles que tout le monde connaît. C'est enrayer la problématique des petits rongeurs qui peuvent éventrer les sacs, et on sait ce que ça donne. C'est enrayer le problème des sacs qui sont également éventrés durant la période hivernale par Puis les problèmes d'odeur l'été aussi. Hein. Exactement, tout ça. C'est évidemment accélérer le processus de la collecte aussi. Hein. Toute entreprise veut introduire du rendement, donc ça en est un cas. C'est enrayer également aussi des blessures potentielles aux éboueurs qui ont souvent à soulever des bacs qui sont endommagés, qui sont gorgés d'eau parce que le couvercle est absent, etc., etc. Donc, c'est tout ça, dans le fond, le bac obligatoire. La question qui est revenue le plus souvent est la suivante. Quand Compo a instauré la collecte des matières recyclables, Oui. on a fourni. Oui, on a fourni un bac à tout le monde, mais en quelque part, les gens l'ont payé dans leur compte de taxes. Merci de le souligner parce que c'est quelque Bien, chose ça, oui. qui est Donc, souvent on vous donne méconnu. le bac, mais sur votre compte de taxes, vous l'avez payé, là. Exactement. Bon, pourquoi le bac vert n'est-il pas distribué de la même façon? C'est-à-dire, j'en donne un à tout le monde, puis après ça, je vous le mets sur le compte de taxes. Pourquoi on ne l'a pas fait, ça? Entre vous et moi, on aurait tellement aimé le faire de cette façon-là, mais c'était impossible de le faire parce qu'on a évalué que plus de 70 des gens avaient déjà. Donc, on s'est tourné vers l'alternative du cas par cas. Donc, tu n'as pas ton bac,
On a fait une campagne d'information sur une période quand même 6 mois Donc, intensive. Donc, c'est vraiment, c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient déjà. Donc, on n'a pas pu l'implanter massivement comme on a fait à l'époque avec le bac de recyclage. Oui. Et les gens qui le paient sur leur compte de taxes ou qui le paient chez vous ou chez BMR ou chez Rona, ça revient au même, là. Bon. Il est payé au bout de l'année. Là aussi, il y a un autre enjeu parce que le bac, il y a la prise américaine puis la prise européenne. Oui. Ça, là, c'est quelque chose là, qu'on a mis beaucoup d'énergie à essayer de démystifier le tout, de par des photos dans les brochures, etc., etc. Je vous dirais que la majorité des bacs roulants sont munis d'une prise européenne. Et c'est quoi une prise européenne? C'est très simple. C'est qu'à la jonction du couvercle, c'est une base, je ne sais pas, je peux vous montrer. Oui, allez-y. C'est très droit, là. D'ailleurs, on a fait des documents avec des photos pour bien l'illustrer. On pourrait d'ailleurs le remontrer, mais en principe, de façon, chez Compo, vous vendez la prise européenne? Compo a toujours vendu des bacs à prise européenne. Puis chez Rona et BMR ou Home Depot, est-ce qu'ils vendent les deux ou que l'européenne? Il y a certains commerces qui en avaient. Donc, on a voulu, nous, prendre les devants et s'assurer que ces bacs-là ne seraient pas vendus. D'ailleurs, dans le processus d'implantation, on a Louise au bureau qui a pris le call et qui a été rencontrer plusieurs commerces pour vraiment démystifier qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Et je tiens à le préciser, la prise européenne, ce n'est pas la petite poignée ici qu'il y a dans le milieu du bac, c'est vraiment la jonction du couvercle en haut. Voyez-vous, une prise américaine, il y a une petite bavette en avant. La prise européenne ne l'a pas. Bon, parce que vos camions sont sont équipés pour les bacs à prise européenne. Exactement. Est-ce qu'il y a différentes grosseurs? 240 litres, 360 litres. Bon, vous les vendez combien chez Compo? Nous, le 240 litres est 72 plus les taxes et le 360 litres est 85 plus les taxes. Et chez nous, on inclut les livraisons. Donc, les gens vous appellent? C'est-à-dire, non, on ne peut pas commander par téléphone. Ou... Ils doivent se présenter à l'éco-centre le plus près de chez eux. Donc, on a le 950 Godette dans le secteur Saint-Luc. On a celui du 825 Lucien-Baudin dans le parc industriel. Et il y a même à la Colle également le 8 boulevard industriel La Colle. Alors, les gens se présentent là. Donc, les gens se présentent là pour l'acheter, faire la transaction. Exactement. Après ça, par la suite, on livrer. coordonne la livraison. Exactement. Bon, puis vos prix sont relativement compétitifs? Je vous dirais que... il y a du moins cher que nous, il y a du plus cher. Il faut comparer des pommes et des pommes. C'est un produit. Nous, je ne peux pas parler des autres, mais nous, c'est vraiment une qualité industrielle. C'est la même qualité que le bac de récupération que les gens ont depuis déjà plus de 10 ans. Tout à fait. Donc, les preuves sont faites. Ils sont solides. Et très important, c'est qu'en cas de problème quelconque avec le bac, c'est avec nous que les gens vont faire affaire et on est situé dans le parc industriel d'Iberville, donc ce n'est pas négligeable. Mais les gens peuvent acheter le bac à l'endroit de leur choix. Bon. Si on revient aux chiffres, si vous dites, donc, dès le départ, 70 des gens avaient déjà le bac vert, donc vous vous adressez à peu près à 30 de la clientèle. Oui. Là, je ne me rappelle pas des chiffres que Mme Marcoux a donnés lundi soir au Conseil, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que depuis parce que là, ça fait quand même quelques jours qu'on est passé le 15, là, il y a eu combien de récalcitrants là, en pourcentage à date? Là? Vous parlez d'anomalies? Oui, c'est ça. Bien, écoutez, on est super contents. La première collecte qui était le 15 septembre, qui englobait toutes les municipalités du secteur rural ainsi que le secteur Saint-Athanas et Iberville, on a eu un 2 d'anomalies seulement. Les gens, je peux vous confirmer, ils étaient prêts à recevoir le bac obligatoire. J'ai même pris le pouls parce qu'on était présent au salon d'été cette année. Les gens étaient contents de l'arrivée du bac pour enrayer tous les problèmes que j'ai énumérés précédemment, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des récalcitrants. Bon, là, ce que j'ai compris, donc, s'il y a eu 2 d'anomalies sur la collecte du 15 septembre, dans ces cas-ci, il n'y a pas eu de collecte. Donc, on a laissé les sacs à ordures, là. On ne les a pas ramassés. Là. Exactement. Mais est-ce que les gens étaient avisés? Ou est-ce que les gens étaient avisés? Non, de la façon qu'on fonctionne... Ou ils vous ont appelé pour dire « Hey, vous n'avez pas ramassé les ordures aujourd'hui? » C'est clair. Vous seriez surpris de savoir comment le sac à ordures est un sujet chaud. Les gens, on s'entend, qui manquent la collecte, sont pas heureux de ça, de rester pris avec leurs ordures. Alors, le mot d'ordre était, à partir du 15 septembre, pas de bac, pas de collecte. Alors, le 2 là, ça représente environ 400 anomalies, je vous dirais. À peu près.
Oui. pour le territoire. Pour la collecte qui avait lieu lundi, c'est-à-dire le secteur rural, le secteur Iberville-Saint-Athanas. Donc, vous avez bon espoir que d'ici quelques semaines, ça va rentrer dans l'ordre. Exactement. Donc, les retardataires vont aller se, c'est ça. se Il y a une procurer des bacs. portion, il y a une portion retardataire. Il y a une portion qui ont peut-être voulu prendre le pouls à savoir, bon, est-ce qu'ils vont les ramasser, oui ou non? On va s'essayer. D'un coup, qu'ils ramassent pareil. Exactement. Nous, notre plan de match, c'est vraiment, bon, le citoyen qui n'aura pas eu sa collecte du 15 septembre, c'est clair qu'ils vont nous appeler. On va refaire de la sensibilisation, on va redonner de l'information et on espère de tout cœur qu'ils vont rentrer dans le cadre, là, dans la décision qu'ils ont prise les maires. Là, pour les bacs verts, est-ce qu'on retourne bientôt à la collecte aux 2 semaines durant l'hiver? Oui. Ça commence quand, ça? C'est, dans le fond, fin octobre, le 31 Fin octobre jusqu'à quoi? Fin mars, à peu près? Fin avril? Exactement. Fin mars. Fin mars. Donc, de fin octobre à fin mars, collecte aux 2 semaines. Oui, qui va être publicisé encore une fois. Bien, c'est ça, parce que des fois, on a toujours la surprise, on met le bac au chemin, puis on dit hey, ils ne l'ont pas ramassé aujourd'hui. Mais là, c'est là qu'on clique, c'est aux 2 semaines. Le recyclage, ça reste aux semaines? Oui. Ça reste aux semaines. Tantôt, au début de l'entrevue, vous avez parlé du bac brun. Là, je sais qu'on en parle beaucoup, puis il y a des enjeux économiques liés à ça, parce que le ramasser, c'est une chose, mais ultimement, nous, il faut transporter ça très, très loin, puis ça coûte très cher. Là. Exactement. Bon, ça, c'est l'enjeu principal. Mais à quel moment les gens peuvent penser qu'un jour, on va vraiment l'implanter? Bien, écoutez, le gouvernement nous demande de sortir du bac vert 60 des matières putrescibles d'ici 2020. D'ici 2020. Alors, on a encore à peaufiner un peu quelle sera notre option idéale pour notre territoire. Parce que ce n'est pas le tout de donner un bac aux gens. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec la matière et comment bien la gérer, cette matière-là. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de peaufiner. Mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la collecte des matières recyclables est une collecte qui est entièrement mécanisée. Le bac brun, quand il va arriver, il va être entièrement mécanisé. Donc, quand on dit que le bac vert, c'est-à-dire votre poubelle, là, le bac obligatoire, c'est un pas de plus vers une collecte entièrement mécanisée. Mais là, ça va diminuer, c'est ça, parce que... Bien, c'était c'était la seule collecte qu'on acceptait un peu, à peu près n'importe quel contenant, là. Donc là, ça va être fini. Parce que là, en pourcentage, si on se remonte là, dans les années où on n'avait pas de recyclage, là, depuis ce temps-là, c'est quoi? Il y a 60 de nos ordures qui vont au recyclage, 20 dans le bac brun, puis 20 dans le bac vert? Non. C'est à peu près ça, les bien, proportions? ce qu'on dit, c'est que dans notre poubelle, actuellement, il y a 60 des matières qui sont putrescibles, c'est-à-dire la peau de banane, la queue de fraise. C'est 60 Oui, exactement. Puis la balance, c'est soit du recyclage ou des ordures. Exactement, mais beaucoup plus de recyclage, évidemment. Donc, ultimement, il va rester quoi? À peu près 10 ce qui va correspondre au bac vert, là, c'est ça? Et voilà. Une fois qu'on aura implanté le bac brun, là. Et voilà. Fait que c'est pour ça que ce qu'on dit aussi, puis qui est important de souligner aux gens, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que vous ayez le bac obligatoire pour être conforme, pour pouvoir bénéficier du service de la collecte. Mais si pour X raison, vous avez un excédent d'ordures, vous pouvez disposer via des sacs à côté de votre bac parce qu'on ne vous donne pas encore le service du bac brun. OK. Donc si vous avez un excédent d'ordures, on peut mettre des sacs à ordures. Vous pourriez avoir des sacs à côté. Mais on s'entend, un 240 litres ou un 360 litres, là, ça loge. Ouais. Ça dépend. On peut faire du gros ménage des fois. Ça arrive. Oui, mais gros ménage, je vous invite à venir aux écocentres. Oui, c'est un autre dossier. Mais il reste que, c'est ça, c'est important que les gens sachent ce volet-là, qui est méconnu. Madame Deschênes, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En souhaitant, bien sûr, que ces précieux conseils vous aident dans la gestion de vos ordures et de vos matières à recycler. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'auteur Joannet Viateur-Lefrançois qui nous présente Sous les canons de Wolfe. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
version 3.0, de retour cet automne. Viateur Lefrançois nous arrive avec un nouvel ouvrage, Sous les canons de Wolfe. Il est avec nous pour nous en parler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est Sous les canons de Wolfe? Et je vois Escouade 1759. En fait, le titre est très, très parlant. Hein. C'est quand Wolfe et son armée arrivent à Québec pour prendre possession de la Nouvelle-France. Donc, ils pensaient, disons, qu'on l'aurait donné, mais je dois dire qu'ils ont eu des belles surprises, comme d'ailleurs les lecteurs et moi, j'ai eu une belle surprise, c'est que j'ai vu que les Canadiens, à l'époque, étaient des résistants. Escouade 1759, en fait, c'est une escouade, c'est des gens que j'ai inventés, 4 personnes, en fait 4 hommes et une femme, qui sont sous les ordres de Montcalm et vont un peu partout sur le territoire. Par exemple, au début, on va les retrouver, ils vont être dans le Bas-Saint-Laurent pour aller voir où est rendue la flotte de Wolfe. Et c'est comme ça que finalement, je peux élargir beaucoup l'histoire avec des personnages que j'ai inventés, mais que ça existait finalement, des espions naturellement, des gens qui participaient. Et ça me permet, avec ces gens-là, d'aller... par exemple, s'il y a une bataille, bien, ils participent à la bataille. Donc, on est dans l'action. D'où vient cette fascination pour ce moment de l'histoire, qui est un moment quand même important? Oui, absolument. Parfois un peu oublié. Je ne sais pas si les nouvelles générations ont suffisamment de cours d'histoire pour se le rappeler, mais c'est un moment important de l'histoire du Canada. Ah, ça a changé le destin de notre peuple. C'est le plus important, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est sûr, on peut se projeter peut-être dans presque de la science-fiction, mais qu'est-ce qu'on est... Si on est allé, par exemple, à l'état normal d'un peuple, aujourd'hui, on serait indépendant, ou peut-être qu'on serait finalement américain, un autre État américain, on ne sait pas. Hein. Mais ça a arrêté complètement l'histoire du peuple canadien à l'époque, donc maintenant québécois, pour aller vers autre chose. C'est ça qui est un peu bizarre dans l'histoire, c'est qu'auparavant, les Canadiens français, on les appelait les Canadiens. Oui, absolument. Et même si on réfère, il y avait comme une relation, puis c'était ça à l'époque, là. C'était notre nom, hein, c'est nous qui l'a fondé, qui l'a développé, ce pays-là. Donc, c'est pour ça que j'emploie le mot canadien. À l'époque, les Québécois, c'était la ville, c'était les gens qui restaient à Québec. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des gens peut-être plus nationalistes qui vont dire, écoute, il emploie le mot canadien, mais c'était ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette époque de Wolfe et de cette résistance des Canadiens français? C'est que notre peuple finalement peut être très déterminé s'il veut. Ça c'est une belle surprise parce que je trouve, c'est pas la seule d'ailleurs, mais ils ont combattu hein, jusqu'à la dernière limite. Là. Parce que les francophones de l'époque étaient, pour la plupart des nouveaux arrivants, c'était l'arrivée des colonies. Depuis 1608, là, disons qu'on était... C'est sûr que à la fin, je fais une chronologie des événements. Puis à un moment donné, je mets la population. Tu sais, on est 25, on est 50, on est 100, on est 2000. Ça commençait avec rien. Là, tu sais. On est rendu 10 millions. Là, exactement, Québec, ouais. Exactement. Et on serait peut-être le double si on n'a pas perdu la moitié de la population qui est aux États-Unis, hein, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit et ce qui, finalement, on n'apprend pas à l'école, c'est qu'un septième de population est morte est disparue là, dans l'année. Donc, ça veut dire 10 000 personnes. Donc, c'est beaucoup. Là. On était 70 000, on baisse de 10 000 personnes. Mais 30 ans plus tard, on est 192 000. Ouais. C'est ce qui est intéressant de voir. Pendant les Patriotes, on est 450 000. On est 1 million, la Confédération et plus. Donc, c'est quand même une progression énorme. Vous commencez, quand je regarde le prologue, ça dit le 13 septembre 1759, après 4 mois de siège, l'armée britannique réussit à soumettre Québec. Ça commence comme ça? Oui. Et même, il y a un autre, dans le premier, le premier chapitre, c'est Wolfe qui écrit une lettre à Jeffrey Amherst et il dit qu'est-ce qu'il veut faire. Et ceux qui le trouvaient gentil vont le trouver moins gentil parce que lui, ce qu'il veut, c'est finalement de tout détruire et d'envoyer le plus possible de Canadiens en Europe. Ça, c'est son idée.
Ouais. Et c'est une lettre... Et les deux généraux en présence, Montcalm et Wolfe. Exactement. C'est la bataille des Plaines. Absolument aussi, mais c'est un petit moment dans toute cette histoire-là, parce que moi, j'en vois, je vais jusqu'à la capitulation de Montréal, donc la fin de la Nouvelle-France, c'est sûr. C'est la fin de la Nouvelle-France. Oui, en fait, c'était l'idée que Est-ce j'avais... que c'est un livre triste? Non, au contraire, parce qu'on Ouais. découvre plein de choses. Ouais. On découvre, par exemple, que les Indiens sont venus par milliers à Québec, sont venus de l'Amérique du Nord, des Iroquois, qui étaient nos ennemis avant, mais sont venus des Outaouais qui venaient aussi loin que Détroit, des Sauteux, des Algonquins, des Hurons, des Abénaquis, tous ces gens-là, à peu près 4000 Indiens sont arrivés à Québec peu à peu, par groupe de 2, 3, 400, des Acadiens aussi, et sont arrivés à Québec pour défendre la Nouvelle-France. Les Indiens, ils détestaient les Anglais parce qu'ils avaient l'expérience des 13 colonies. Ils les appelaient les mangeurs de terre parce qu'ils s'accaparaient les terres. Comparativement aux Français, qu'eux étaient pas mal plus généreux. Ils se mélangeaient aux Indiens, ils mariaient les Indiennes tout simplement, c'est un mélange. Et c'est pour ça qu'on était des amis. Et en même temps, quand, par exemple, la Nouvelle-France, les Français construisent un phare, mais c'était avec l'accord des Indiens. Ouais. Donc, c'était vraiment très différent. Bon, c'est pas votre premier roman historique. Ah non! Parce qu'il y en a eu d'autres, notamment celui-ci. Oui, en fait, ce sont les chemins de l'exil et les chemins de la liberté. C'est l'histoire des patriotes. Ça se passe beaucoup dans la région. D'ailleurs, ça m'a motivé beaucoup à l'écrire. Mais en même temps, hein, les patriotes, c'est 75 ans après la conquête. Vous voyez comment on peut voir finalement toute l'évolution. Mais 75 ans après la conquête, on n'a plus rien, nous. Maintenant, on s'appelle des Canadiens français, avec l'UNAC d'Union qui s'en vient, tout ça. Et on voit que finalement, on n'a plus de terre pratiquement pour les fils des cultivateurs. L'économie ne nous appartient pas. Donc, tout est aux mains, finalement, du conquérant. Bon, là, ça vous fait combien d'ouvrages en carrière d'auteur? En fait, avec mon livre en espagnol, c'est mon 17e, sous les chemins de... En combien d'années? 21 ans. 21 ans. Et là, est-ce qu'il y en a d'autres au menu? Parce que, bon, ici, ça, on n'était pas dans l'historique, là, dans ce cas. Ben oui, on était dans l'historique encore. Oui, Louis Riel. Ça, c'est dans le cas de Louis Riel, là. Ah oui, ça c'est... En fait, ce Louis Riel, ça a toujours été un peu un héros pour moi. C'est le résistant, Louis Riel, le résistant, ça veut tout dire. Hein. Ils ont résisté à l'envahissement de leur terre, mais en même temps... c'était le prélude à ce qui allait arriver à toutes les minorités françaises. On ne le savait pas à l'époque, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui fait que vous avez, dans l'ensemble de votre carrière d'auteur, souvent accroché sur le fait français, le phénomène historique, les patriotes, Louis Riel, là, c'est la bataille des plaines d'Abraham. Vous avez comme une fixation, disons, sur ce moment de l'histoire. Bien, c'est que je trouve que je fais beaucoup d'écoles. Hein. Je fais dans des animations, dans une bibliothèque, je rencontre plein de jeunes. Et finalement, ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils ne connaissent pas tellement leur histoire aussi. Ici, ils connaissent un petit bout. Comme mon petit-fils me disait, par exemple, Montcalm, on est allé au musée Grévin cet été, puis il dit, tiens, c'est Montcalm, c'est Wolfe, je veux une faire photographier avec Montcalm, tu sais, mais c'est ce qu'il a appris finalement, c'est très, très, en 6e année. Donc, mais on ne connaît pas notre histoire. Cette époque-là fascine encore la politique d'aujourd'hui, parce qu'on regarde, bon, dans l'histoire d'une nation, 30-40 ans, c'est très peu de choses, mais on regarde l'évolution politique des 30-40 dernières années au Québec, bon, l'arrivée du Parti québécois, les référendums, le Bloc québécois, qui là maintenant est plus très, très fort. Là, il va y avoir une élection fédérale, on vient d'avoir une élection provinciale, il y a les Écossais là, qui se questionnent sur leur propre avenir, peut-être les Catalans un jour, mais visiblement, on est au début des années 2000, 2014, presque 2015, et on est encore un peu influencé par ce qui s'est passé. Je pense que quand on va connaître notre histoire, on va réfléchir mieux. Je pense qu'on va réfléchir. Le passé, c'est le garant de l'avenir, je pense. Si on connaît notre histoire, on sait que finalement, elle se répète, l'histoire. Et est-ce qu'il faut toujours faire les mêmes erreurs? Hein? C'est aussi, donc, c'est intéressant de voir, par exemple, la conquête ou la défaite, hein, c'est les comment c'est arrivé, là, qu'est-ce qu'ils voulaient, les Indiens, les Anglais, en fait, c'est détruire le territoire, c'est ce qu'ils voulaient.
Aujourd'hui, bien, ce qu'on assiste, c'est l'assimilation. Hein? C'est encore... En fait, c'est toujours la pensée de dominer. Hein? Pendant les Patriotes, c'était le peuple supérieur, hein, la race supérieure, et ça, on se les fait dire très, très souvent. Et on voit que finalement, c'est le début de tout, hein, la conquête. Et c'est pour ça que finalement, quand on connaît ça, le Seigneur, c'est incroyable. Sous les canons de Wolfe, Escouade 1759 par Viateur Lefrançois aux éditions du Phénix. Donc, c'est maintenant disponible. Est-ce qu'il y en a d'autres en préparation? Oui. En fait, j'en ai 3 ou 4, 3 même 4 qui sont écrits. Bon. Il faut que je corrige naturellement. Donc, on va avoir l'occasion de se revoir. J'espère. Merci beaucoup. Je suis encore jeune. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. On vous rappelle qu'il y a toujours des ateliers gratuits d'arrêt tabagique offerts par les CLSC du Richelieu ou Vallée-des-Forts. Donc, si vous êtes un fumeur, vous désirez arrêter, vous avez besoin d'aide, bien, c'est une aide qui est offerte tout à fait gratuitement. Donc, simplement contactez le CLSC. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le nom de notre émission qui résume les travaux du Conseil de ville. Donc, à chaque premier et troisième lundi, on fait la captation à l'Hôtel de Ville et ensuite, on vous résume les travaux sur 2 émissions. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ à prix, toujours les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. Une trentaine de dépositaires dans la région pour vous vendre des cartes, des livrets. Il y aura une exception le dimanche 5 octobre, 100e émission de Télébingo avec cette fois 4 000 $ en prix. La carte pleine sera grimpée à 2 500. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre directement par courriel Éric Latour en un mot, tvhr9.com. Visitez notre site Internet, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et cette année, ériclatour.com diffusé du lundi au vendredi, 10h, 17h. Et attention, en fin de soirée, c'est à 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.